c'est Johan Zarco, c'est lui qui va le faire, c'est lui, il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci, merci, bravo. Cette fille est immense, Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres, elle savoure, moment historique, Pauline Ferrand-Prévôt remporte le Tour de France, 36 ans après Jeannie Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie? Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli. On se retrouve pour une nouvelle émission du Campus Sport Club. Tout est dans le titre, tout est dans le principe. On va parler de sport jusque minuit, tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, vous ne pouvez pas interagir avec moi. Donc je m'entoure, comme chaque soir, d'une merveilleuse équipe de chroniqueurs que je ne vais pas tarder à présenter. À ma gauche, il mesure 1 mètre et quelques pour un peu plus de 10 kilos. C'est Marin, le patron, l'habitué. Comment tu vas? Le taulier. Du soir. Le taulier du soir. Non, ça va, franchement. Je suis bouillant, là, avec tous les résultats de Ligue des Champions qui viennent de tomber. On en parlera tout de suite après. Ouais, ça va être le gros morceau. Ça va être le très gros morceau. Je baisse un peu. J'adore le générique, mais je suis obligé de le baisser. Ça me frustre, tu vois, déjà dans l'atmosphère. Le taulier ce soir, entouré de trois nouveaux, mais qui vont tellement sublimer cette émission qu'on oubliera très vite qu'ils sont nouveaux. Avec nous ce soir, et je vous allume vos petits micros, messieurs, Mathieu, Mathurin et Théo. Comment vous vous portez? Tous ensemble à l'unisson, comme vous voulez. C'est bien. Très bien. On se porte très bien. Ah, c'est super. C'est sublime. À fond. C'est sublime tout ça. C'est pas mal. T'es confiant, Marin? Je suis très confiant. Je gratte du temps comme ça. Moi, je prépare ton jingle. Vas-y. Ça marche bien. Marin qui va pouvoir, dans un très court instant, il vous l'a déjà bien vendu, il y aura une question de Ligue des Champions ce soir. Ouais. Et du but en plus. Ah, il y a eu des buts. Ça va être difficile à synthétiser tout ça, mais Marin sait y faire. Donc tout de suite, pour lancer cette émission du Campus Sport Club, les résultats. Vous n'avez pas regardé de sport cette semaine? Pas d'inquiétude. C'est l'heure de retrouver tous les résultats dans le CSC. Jamais inquiet avec Marin, même si quelques clubs ont pu être inquiets ce soir. C'était pas le cas du club français pour l'occasion. Ouais, non, c'est vrai. Marseille a fait un super match ce soir et confirme sa très bonne forme en Coupe d'Europe. Après le match déjà très accroché face au Real lors de la première journée, les Phocéens s'imposent face à l'Ajax avec un doublé en 6 minutes signé par Igor Pexao qui marque coup sur coup à la 6e et 11e minute. À la 26e, Greenwood alourdit le score. En seconde mi-temps, le festival continue avec un but d'Aubameyang à la 52e. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez de cette entame de Coupe d'Europe de la part de Marseille? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aller loin? Mais je vais pas parler parce que j'ai un peu de cœur marseillais, donc je laisse. Moi, je pense faut attendre la suite. On est qu'à la deuxième journée. Après pourquoi pas. Hein. On prend toujours un club français qui va loin en Coupe d'Europe. Peu importe le club, c'est toujours bien pour l'indice. Hein. Ouais. Et dans le coin, dans la région, en tout cas, tout le monde se rappellera longtemps de l'épopée lilloise la saison passée. Donc, ça donne aussi des idées pour les suivants. Mathurin, t'avais un autre argumentaire. Moi, je suis plutôt très optimiste. On avait vu un très beau match face à Madrid avec un score qui peut être cruel parce que ils ont très bien joué. Puis là, la prestation face à l'Ajax, franchement, ça donne de quoi être optimiste pour la suite. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse opposition en face, faut pas l'oublier, mais les 2 premiers matchs ont régalé en tout cas. Mathieu, t'es resté sur quel match, toi? Je suis du même avis, exactement. C'était une belle démonstration ce soir. Le 4-0 face à l'Ajax, il y a rien à dire en tout cas pour cette prestation. Reste à voir les matchs suivants, mais entre le Real Madrid et ce soir, ça promet en tout cas. C'est pas trop mal. Le Real Madrid a lancé même la soirée, Marin. Ouais, score. Tout à fait, avec un score fleuve. Ils ont réussi à s'imposer 5 buts à 0 face à Almaty.
c'est peut-être pour eux un lot de consolation après le match très difficile face à l'Atlético ce week-end où ils ont perdu 5-2 et donc aujourd'hui Mbappé a mis un triplé, on a aussi eu un but d'Eduardo Camavinga et de Brahim Diaz, donc très beau match pour le Real. Et puis dans les autres matchs de début de soirée, on avait celui de l'Atalanta face au Club Bruges qui s'est imposé 2-1, d'abord mené par les Belges avec un but de Tsolis à la 38e. Les Italiens recollent et se détache à la 87e avec un but de Pasalic. Tu parlais de l'Atlético, carton plein ce week-end contre le Real Madrid. Eh oui. Et nouveau carton plein. Nouveau carton plein, 5-1 face à l'Eintracht Francfort, avec un but de Raspadori dès la 4e minute de jeu. Le score est alourdi avec un but de Lenormand à la 33e. Griezmann alourdit encore l'addition avec un but à la toute fin de la première mi-temps. Et puis le festival continue avec un but de Simeone à la 70e. Pas le coach. Clore. Quoi? Pas le coach. Non, évidemment. Il est capable, le Cholo. Hein. Il est capable. Il est capable, mais c'est bien le joueur qui a marqué. Et pour finir, pour le clou du spectacle, une panenka d'Alvarez qui transforme un penalty à la 82e. Pour continuer sur les scores fleuves, le Bayern s'est lui aussi imposé triomphalement à l'instar du Real et de l'Atlético, donc avec d'entrée un but de Kane au bout d'un quart d'heure de jeu, suivi d'un second marqué par Ruben Guerrero à la 20e minute et un troisième inscrit par Jackson à la 31e. Kane récidive à la 35e. À la mi-temps, les Bavarois mènent 4-1 et Olysée alourdit le score avec un but à la 69e. L'Inter gagne quant à lui face à Prague 3-0 avec un doublé de Lautaro et un but de Dumfries. Chelsea renverse l'Atlética 1-0 avec contre son Candrios à la 18e et un carton rouge concédé, c'est aussi à noter par les hommes de Chelsea. Galatasaray réussit quant à lui l'exploit de faire tomber Liverpool. C'est décidément une semaine délicate pour les Reds après la défaite ce week-end face à Crystal Palace en Première Ligue 2-1. Eh bien, Liverpool s'incline 1-0 avec un penalty transformé par Victor Osimhen à la 16e minute. Et enfin, concernant les clubs de Première Ligue qui sont décidément pas à la fête en cette journée de Ligue des Champions, Bodo Klimt réussit à faire match nul face à Tottenham après un doublé de Jens Auge et la réduction du score d'abord par Van de Ven, puis par un CSC malheureux de Gundersen qui empêche Bodo Klimt de l'exploit. Ouais, c'est pas toujours évident à dire les noms de nos petits clubs. Non, c'est compliqué. Norvégiens. Le bon souvenir des Norvégiens, comme disait une très bonne amie à moi. On va remonter un tout petit peu dans le temps, toujours volley football. Une autre Coupe d'Europe, c'était de la Ligue Europa qui débutait la semaine passée avec des scores beaucoup moins fleuves pour nos clubs français. Et oui, après avoir évoqué l'actualité brûlante de la Saint, il est temps de parler de l'autre Coupe d'Europe. L'Europa League a en effet plutôt réussi au club français. Si Nice s'est incliné 2-1 face à la Roma mercredi dernier, Lille a su s'imposer à domicile face à Brann 2-1 jeudi dernier. Les dieux du foot semblent avoir accordé leur clémence au LOSC après la déviation de 3 frappes adverses par les poteaux lillois. En seconde mi-temps, les Dogs se sont réveillés et ont marqué malgré l'égalisation de Brann. Giroud a permis au LOSC de s'imposer grâce à un but de la tête. Et enfin, un troisième club français en lice, l'OL a remporté face à Utrecht son match grâce à un but de Tessman. Victoire 1-0. Enfin, un petit mot de Ligue 1 pour clore cette page football. En ouverture de cette 6e journée, Strasbourg recevait Marseille et s'est incliné 2-1. Longtemps au coude à coude, les Marseillais sont parvenus à décrocher la victoire grâce à un but d'Amir Murillo à la 92e minute. Samedi, Lorient recevait Monaco et s'est imposé 3-1 grâce à un doublé somptueux de Pablo Pagis. Les Monégasques, réduits à 10 à partir de la 38e minute, n'ont pas su rester dans le match. Le PSG, quant à lui, était en promenade au Parc des Princes. Bilan, victoire 2-0 face à Auxerre. Une victoire à nuancer avec des sorties sur blessure de Gvichak, Kvaratskhelia et Vitinha en prévision du choc demain face au Barça. Dimanche, on retiendra surtout le nul entre Rennes et Lens avec l'improbable carton rouge infligé à Grady au bout de 54 secondes et la ténacité des Lensois qui auront résisté et même inquiété le Stade Rennais en supériorité numérique. Résultat des courses, un point amplement mérité pour le Racing qui pourra nourrir des regrets au vu de leur prestation avec un effectif réduit. Et enfin, on retiendra aussi la défaite du LOSC face à l'OL. Les Lillois n'ont pas eu autant de chance en Coupe d'Europe avec un penalty non sifflé à cause d'une faute préalable qui a été un peu litigieuse pour certains supporters. Ouais. Et le but de Tyler Morton à la 13e minute aura suffi pour assurer la victoire à Lyon malgré une seconde mi-temps dominée par Lille. Les Dogs n'ont pas réussi à concrétiser. À noter que ce match signe également la fin d'une série de 60 matchs consécutifs à domicile avec au moins un but marqué pour le LOSC, ce qui était un record largement en Europe. Est-ce que l'un de vous ressort un match de ce week-end de Ligue 1 entre Mathieu, Mathurin, Théo, et surtout ce match du LOSC, si certains ont suivi et ont revu les images?
Ouais, moi j'ai pu voir surtout la seconde période. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant pour les Lillois parce qu'ils ont complètement dominé l'OL. Et en fait, la seule chose qui leur manquait, c'est cette efficacité devant les buts. Et c'est un peu dommage pour le LOSC, je trouve, là-dessus. Oui, c'est dommageable, d'autant que Lille va avoir un calendrier compliqué. On l'évoquera tout à l'heure un peu plus en détail avec le débat du soir sur nos amis du LOSC. On change complètement de sport, on en finit avec le football. Marin, direction la petite balle jaune. Et oui, parce que aujourd'hui s'est jouée la finale de l'ATP 500 de Tokyo avec la victoire de Carlos Alcaraz face à Taylor Fritz, 6-4, 6-4. Une victoire de plus au palmarès du prodige espagnol qui conforte sa place de numéro 1 mondial. Après avoir battu Casper Ruud 3-6, 6-3, 6-4 en demi-finale, Alcaraz remporte ici son 24e titre à seulement 22 ans. Il y avait aussi l'Open de Chine, avec tôt ce matin la victoire en demi-finale de Yannick Sinner face à l'Australien Alex de Minaur, 6-3, 4-6, 6-2. Et il affrontera en finale le jeune Américain Lerner Teen, 19 ans, vainqueur en demi-finale de Daniil Medvedev, contraint à l'abandon dans le 3e set. Enfin, chez les femmes, toujours dans cet Open de Chine, eh bien, plus de Françaises avec l'abandon de Loïse Boisson au 3e tour face à l'Américaine Emma Navarro, 6-2, 1-0, en cause d'une douleur à la cuisse pour la numéro 1 française. Sinon, Coco Gauff, 3e joueuse mondiale, s'est qualifiée hier pour le dernier carré après avoir battu Bencic, 4-6, 7-6, 6-2. On switch complètement d'endroit, de continent, de sport. On se dirige sur le mont Kigali où ce qu'on annonçait dans le débat la semaine passée s'est finalement révélé vrai. C'est un doublé pour Poggi. Eh oui, la grande actualité sportive du week-end, c'est bien évidemment le sacre de Tadej Pogačar lors des mondiaux de cyclisme sur route au Rwanda. Tout comme l'année dernière, l'ogre slovène n'a laissé que des miettes à ses concurrents. Il s'impose avec la manière au bout d'un raid solitaire de 104 km, encore plus long que celui de l'année dernière. Il remporte ainsi un 2e Mario arc-en-ciel consécutif, une première depuis le français Julien Alaphilippe en 2020-2021. Quant au vainqueur du contre-la-montre, Remco Evenepoel, le Belge a vécu une course pour le moins frustrante. Il termine 2e malchanceux après des soucis mécaniques et des crampes. L'Irlandais Ben Healy, vainqueur d'une étape et porteur du maillot jaune lors du dernier Tour de France, complète le podium. À noter la 13e place de Paul Sexas, 19 ans et premier français, et longtemps dans la course au podium, mais dont le manque d'endurance a fait défaut dans les derniers kilomètres. Le jeune prodige a en tout cas montré qu'il faudrait compter sur lui dans les années à venir. J'ai envie de vous demander, avec cette nouvelle victoire écrasante de Pogačar, est-ce que vous pensez que le cyclisme peut rester un sport intéressant à suivre, vu comment il tue le suspense à chaque fois? Moi justement je pense que ça sera encore plus intéressant parce qu'on voit avec Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard que quand même il reste une concurrence, même si Pogačar paraît au-dessus, il y a quand même une concurrence, il y a des jeunes qui arrivent que ce soit du côté français ou même sur la scène internationale qui sont très intéressants à suivre, et je pense que Pogačar aura quand même du souci à se faire sur les années à suivre. Et est-ce qu'il n'y a vraiment que ces coureurs-là pour le concurrencer à très court terme? Mathurin, Mathieu, est-ce que vous avez un petit chouchou, vous avez des noms qui vous viennent à l'esprit, ou on reste quand même dans un cercle devenu très très fermé dans le cyclisme de très haut niveau, j'entends, top niveau mondial? Moi pas spécial. Enfin, on a comme on l'a dit un Paul Sexas bien sûr, qui est un jeune crack, hein, on va le dire. Mais moi je pensais surtout au fait que Pogačar plusieurs fois il a évoqué le fait que de lui-même il en avait marre entre guillemets de gagner. Donc est-ce que lui à un moment va lâcher beaucoup plus rapidement, et peut-être là on l'attend le moins, finalement il va lâcher le vélo et s'arrêter. Ouais. Pour toi la solution ça serait qu'il arrête tout simplement moi, le cyclisme. Ouais, faut qu'il arrête. Duplantis peut aussi arrêter la perche aussi. Tant qu'à faire. On va demander en fait au bout d'un nombre de victoires on dit que t'arrêtes. Ouais, c'est ça. T'es trop fort là-dessus. T'as passé les 6m30, c'est bon. C'est ça. Faut arrêter. C'est ça. Chez les femmes, on avait aussi d'immenses espoirs pour notre petite Frenchie Pauline Ferrand-Prévot, et une course complètement folle et inattendue surtout. Eh oui, victoire surprise de la Québécoise Magdeleine Vallière et enterrement de première classe entre les cadors. Les favorites n'ont en effet pas pu se disputer la victoire sur ces championnats du monde. Ni Pauline Ferrand-Prévot ni Demi Vollering ne figurent sur le podium. À 20 km, le groupe des favorites a accusé un retard d'1 minute 45 sur une échappée de 10 coureuses. Après s'être détachée dans la côte de Kimihurura, Vallière s'impose en solitaire devant Niam Fisher-Black et Mavi Garcia, 3e à 41 ans. C'est assurément une des plus belles lignes de l'histoire du sport québécois qui s'est écrite ce week-end.
Et pour rester dans le sport féminin, Adrien, tout à fait. on continue avec la Coupe du Monde féminine de rugby. Avec un peu de Québec aussi, il y a des Canadiennes. Avec un peu de Québec aussi, c'est vrai, mais un résultat moins favorable pour nos amis de Montréal, puisque cette coupe semble appartenir aux Anglaises, elles qui n'ont pas perdu un seul match international depuis la dernière finale de Coupe du Monde, se sont donc imposées à domicile face au Canada samedi dernier, 33-13. Dominantes durant tout le match, les Anglaises ont broyé les Canadiennes en mêlée pour l'emporter largement. Une performance exceptionnelle pour un 15 de la Rose qui n'aura jamais vraiment tremblé au cours de ce mondial, malgré la résistance opposée par les Françaises en demi-finale. Ils remportent ainsi la 3e Coupe du Monde de leur histoire après 1994 et 2014. Les Bleus, quant à elles, n'ont pas réussi à s'imposer en petite finale face aux Néo-Zélandaises. Malgré une deuxième mi-temps solide, les tricolores n'ont pas su combler l'écart creusé par les Black Ferns en première mi-temps. Défaite 42-26. Et on va continuer avec un peu de MotoGP. Dimanche dernier se déroulait le GP du Japon avec la victoire de l'Italien Francesco Bagnaia devant les Espagnols Marc Marquez et Joan Mir. Ce podium a permis à Marquez d'être déjà sacré champion du monde, et ce à 5 manches de la fin du championnat. Le Catalan était largement premier du classement pilote avec 541 points, 11 victoires et 15 podiums. Il décroche ici son 7e titre de champion du monde, 5 ans après son lourd accident qui l'avait éloigné des circuits durant toute la saison 2020. Quelle saison, hein. Quelle saison de Marc Marquez. J'ai pas posé la question aussi en amont si l'un de vous était du style sport mécanique et MotoGP. Marc Marquez, impressionnant, hein, là-dessus. Bah, c'est vrai que on avait rarement vu une saison aussi dominante de la part d'un seul pilote. À chaque fois qu'on regardait les résultats, on voyait qui en premier, on voyait Marc Marquez. On avait l'impression qu'il était tout seul sur le circuit. Après, il y a eu quand même une certaine compétition, et c'est pour ça qu'il a pas lâché jusqu'au bout, parce qu'il savait que derrière, à la moindre erreur, il y avait beaucoup de monde pour ramasser les miettes. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir au top niveau comme ça après des années de galère. Ouais. Et je pense que C'est impressionnant. il montre que aujourd'hui c'est un très très grand de la discipline. Cette grinta catalane qui peut surtout lui permettre de viser le 8e titre, qui est le record absolu. Giacomo Agostini. Alors à l'époque c'était des 500 cm3, c'est devenu MotoGP. On a aussi des bolides plus performants, mais dans le palmarès ça reste la catégorie reine. Donc ce 8e titre, il égale Valentino Rossi. Ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de pilote du niveau de Valentino Rossi, et Marc Marquez n'avait pas besoin de le prouver, mais au niveau palmarès en tout cas s'inscrit comme étant un très très solide concurrent. On finira avec un petit mot de green. Eh ben oui, pour finir, un petit mot de golf avec la Ryder Cup. Donc c'est une compétition qui oppose les meilleurs golfeurs américains à ceux du vieux continent, et on aura vécu un suspense insoutenable au terme de la dernière journée. L'Europe, à qui une victoire écrasante semblait promise avec une avance de plus de 7 points samedi, a vu dimanche le retour au score des Américains lors de la dernière journée et des matchs en individuel. Bilan final 15-13 pour les Européens. Et une vidéo adressée au président américain où l'on peut voir les joueurs scander « Est-ce que tu regardes Donald Trump ?» Décidément, cette Ryder Cup aura été électrique jusqu'au bout. Jusqu'au bout, comme cette chronique des résultats. Merci Marin pour ce très beau condensé de l'actualité sportive. On va faire une petite pause musicale que je vous propose. Je suis pas allé chercher très loin, je vois passer des infos autour de David Guetta, ça m'a inspiré. Et j'aime beaucoup cette musique, on parlait de vitesse, de MotoGP, la Formule 1 aussi, il se poursuit. Il n'y en avait pas ce week-end, vous inquiétez pas, ça revient très vite. Un petit coup de Dangerous avec Sam Martin et on se retrouve juste après. À tout de suite. C'était David Guetta à l'instant, Dangerous avec Sam Martin, notre petite David Guetta qui a annoncé une 3e date au Stade de France l'année prochaine. Le gars est capable de remplir 3 stades de France. Bon, après tu me diras, les équipes de France de football et de rugby le font aisément. On poursuit dans cette soirée 100% sport jusque minuit. N'oubliez pas, c'est le Campus Sport Club, c'est le principe. On va pouvoir aborder tout de suite les news puisque ça vient toujours après les résultats. C'est Mathieu qui s'y colle ce soir juste après son petit jingle. Un cours sur l'actualité sportive, le CSC est là pour vous rappeler les news de la semaine. Avec dans l'actualité, cher Mathieu, on n'échappe pas au football, on n'échappe pas au Paris Saint-Germain. Une double info, même, puisqu'il est question de physique des joueurs et de plainte. Exactement, comme on en a parlé au début sur la Ligue 1, après cette 6e journée, l'inquiétude monte d'un cran pour le PSG qui voit son infirmerie se remplir alors que les champions d'Europe en titre vont affronter le FC Barcelone demain en guise de choc pour cette 2e journée de Ligue des Champions. C'est simple, côté cadre, on a Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, Kvaratskhelia ou le capitaine Marquinhos qui seront absents.
Petit signe d'encouragement tout de même, Vitinha et Neves seraient de retour dans le groupe selon les termes du coach Luis Enrique, mais ça reste donc un PSG sans grande certitude qui s'avance en terre blaugrana. Pour autant, ce PSG affaibli par ses blessures relance un énième débat sur le rythme des matchs pour les joueurs. La FIFPro, vous savez, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, donc plus simplement le syndicat professionnel des joueurs, a publié hier un rapport accablant pointant du doigt un calendrier tout simplement surchargé avec des plages de repos quasi inexistantes pour les joueurs. La FIFPro, sur les recommandations de 70 experts spécialistes de la performance, estime qu'il faudrait 28 jours de repos dans la saison et une période de préparation à peu près équivalente pour un joueur afin qu'il ait vu toute blessure. Des recommandations qui sont malheureusement loin d'être respectées. Côté PSG, par exemple, les joueurs n'ont eu que seulement 22 jours de repos et 7 jours de préparation sur les 28 conseillés et recommandés. Alors ma question pour vous, messieurs, est-ce qu'il faudra un moment que les joueurs disent tout simplement stop, on n'en peut plus et qu'ils se mettent en grève, quoi? Ouais, c'est la grande question, surtout qu'on est sur une industrie pas du tout facile à réglementer. Marin, là-dessus, est-ce que tu penses que le coup de gueule doit forcément venir des joueurs un jour ou l'autre? Il y a déjà eu des coups de gueule de joueurs. Alors peut-être qu'ils étaient pas assez forts, mais en tout cas c'est une certitude qu'il y a trop de matchs dans les saisons. L'année dernière, la Coupe du Monde des clubs, elle a achevé les derniers footballeurs qui étaient encore en forme. Et franchement, les blessures du PSG, on peut grandement les imputer à ces compétitions-là qu'on rajoute et toujours ces matchs qui sont rajoutés à chaque fois, à chaque saison. Le rythme, il devient infernal. Oui, je pense que les footballeurs, ils doivent protester au bout d'un moment. Il en va aussi de leur santé. Alors, est-ce que ça doit devenir d'eux? Est-ce que ça doit venir des coachs? J'en sais rien, mais en tout cas, ça pourra pas continuer comme ça indéfiniment. Sinon, ils vont tous se casser la santé. Et on voyait des instances comme l'UEFA qui pointait aussi du doigt certains calendriers, une certaine façon de faire, mais la première la première est concernée par ces calendriers denses avec la Ligue des Champions, par exemple, qui change de format, plus de matchs, ouais, plus d'intensité. Théo, Mathurin, est-ce que vous voyez une raison aussi que les instances ont cette manière qu'elles ont de faire semblant de se plaindre alors qu'elles sont les premières concernées par ajouter des dates, et on parle aussi de trajet, transport maintenant avec des compétitions qui sont jouées loin de chez nous? Je pense que aujourd'hui les instances sont un peu obligées entre guillemets de faire des matchs à rallonge, des compétitions à rallonge, ou alors d'aller le jouer loin. S'ils vont jouer des matchs en Arabie Saoudite, au Koweït, comme c'est le cas du Trophée des Champions en janvier, c'est parce que ils payent bien. Et aujourd'hui, le football, ça coûte de plus en plus cher. C'est pour ça qu'il faut plus de matchs, donc plus de revenus. Et c'est, j'ai envie de dire, en partie de la faute des joueurs, mais pas que. On regarde les transferts à plus de 100 millions se démocratisent de plus en plus, et du coup, faut bien les payer. Et donc, ça passe par forcément plus de matchs. Ça va être compliqué de revenir dans cet état-là. On s'est installé dans un cercle vicieux, tourné autour de l'argent. A priori, ce football corrompu. On préfère ce football de amateur qui nous manque un petit peu là-dessus, en tout cas. Pour ce qui est toujours du football, Mathieu, alors c'est un cas un peu particulier. Démarrer une saison par que des victoires et perdre un seul match, c'est un motif de licenciement. Exactement, on parlait de football business, et on continue en Arabie Saoudite, et c'est avec Laurent Blanc qui a été limogé cette semaine. L'entraîneur du club champion en titre d'Al Ittihad a été limogé après la défaite justement 2-0 de son équipe contre le grand Al Nasser de Cristiano Ronaldo. L'ancien sélectionneur des Bleus était le coach d'Al Ittihad depuis l'été 2024, avec qui il avait remporté le championnat la saison passée, aux côtés notamment, on s'en souvient, de Karim Benzema ou encore N'Golo Kanté. Mais voilà, malgré un bon début de championnat, le club qui restait, on l'a dit, sur 3 victoires en 3 matchs, en a décidé autrement, et Laurent Blanc a été limogé. Alors maintenant, petite question, où est-ce que vous voyez notre ancien champion du monde 98? Moi, je pense qu'il peut toujours se retrouver au FC Nantes, à mon avis. Je pense que, vu la valse des entraîneurs, tout est possible. Alors, on lui espère pas, comme notre ancien sélectionneur Raymond Domenech, un 0/7. Alors. Ah non, mais je pense que la gestion d'Al Ittihad, c'est très kitaesque comme gestion. Il y a un peu de supporterisme nantais dans ta voix là. Non. Vite fait, légèrement, mais c'est que le fait de virer des entraîneurs au bout de même pas un mois de saison, je trouve que c'est quelque chose qui est très bête à faire, parce que on n'a pas le temps de mettre en place le plan de jeu, on n'a pas le temps de construire une relation avec l'effectif,
Et au final, même si Laurent Blanc était là depuis une saison, il y a eu un mercato entre temps et comme tu as dit, il a pas fait un mauvais début de saison, donc moi je comprends pas forcément cette décision. Dans ce motif, on parle déjà même de son possible remplaçant en la personne de Xavi Hernandez. Là aussi, forcément, les Qataris et surtout Qataris, n'importe quoi, les Saoudiens et des clubs comme celui d'Al Ittihad qui est champion en titre vont aller chercher le gratin. Des noms aussi un peu reluisants. Xavi, bonne idée pour lui d'aller patauger en Arabie Saoudite? Alors pour lui, je sais pas. En tout cas, pour le club, c'est certain. Pour le Cheikh, peut-être aussi. Pour le Cheikh aussi. Hein, mais c'est sûr qu'en Arabie Saoudite, l'important c'est pas tant les résultats sportifs, mais plutôt les noms qui claquent pour faire s'intéresser à ce championnat-là. Ça veut dire que Laurent Blanc n'était pas un nom qui claquait assez. Laurent Blanc, ça claque, mais Xavi, ça claque plus. Donc je pense que c'est le calcul qui a été fait. Ça marche. Ok, donc c'est une question de claque, selon moi, l'expert marin chancelier. Toujours dans l'actualité, un dernier mot, petit mot de football. Cette fois, on parle de football féminin qu'on met à l'honneur et on parle de l'OM. Pas exactement l'OM, ça a changé. C'est ça, elle arrive à l'OM et on parle pas bien sûr de la Champions League, mais bien de Corinne Diacre, l'ancienne sélectionneuse des Bleus, serait en passe de rejoindre les rangs de l'OM. La technicienne de 51 ans aura pour mission de relancer l'équipe qui enchaîne les revers, 3 défaites en 3 matchs, dans cette Arkema Première Ligue. Un mot d'olympisme, de paralympisme, avec une décision du comité international qui va faire beaucoup parler. Ouais, c'est une question éminemment politique, survenue ces derniers jours, puisque le comité international paralympique, l'instance dirigeante des handisports et qui supervise notamment les Jeux paralympiques, a voté la levée de la suspension partielle de la Russie et de la Biélorussie au sein du comité. Cela ouvre donc la voie à une possible participation des sportifs des 2 pays sous leur couleur nationale aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina qui arrivent là en mars 2026. Alors, rien n'est encore fait puisque les fédérations internationales ont tout de même le dernier mot et doivent encore se prononcer sur cette décision. De son côté, justement, la Russie a salué une décision dite équitable, tandis que l'Ukraine, elle, s'indigne et, je cite, une décision qui trahit les valeurs olympiques. Les valeurs olympiques, ça va faire couler pas mal d'encre encore dans les semaines et mois à venir, sachant que Milan-Cortina, ça arrive très très vite là aussi. On poursuit toujours avec du paralympisme. Ouais, exactement. Si je vous dis Maxime Carabin, messieurs, est-ce que ça vous dit quelque chose? Évidemment, si, que des noms, évidemment. La technique. La petite technique, ça, vas-y, explique-nous tout. C'est le Belge qui avait fait de superbes performances aux Jeux paralympiques 2024 de Paris, décrochant 2 médailles d'or aux 100 mètres et 400 mètres dans sa catégorie, celle de T52. Donc c'est une catégorie qui regroupe les para-athlètes atteints sévèrement des bras et de la totalité des jambes ou du tronc. Eh bien, figurez-vous que ces performances ne sont pas du goût de certains de ses adversaires qui l'ont fait savoir et qui ont remis tout simplement en cause ses victoires. Le détenteur du record du monde du 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres dans sa catégorie, T52, a tout simplement été accusé d'avoir menti sur son handicap et ses adversaires réclament donc sa disqualification des Jeux. Ils accusent le Belge qui souffre de la maladie d'Hirayama d'avoir exagéré son handicap afin d'être classé dans cette fameuse catégorie. Alors, ces réclamations, elles ont été entendues par le Comité international paralympique qui a fait réévaluer le para-athlète belge ces derniers jours. Et le résultat, eh bien, ses adversaires avaient plutôt raison, puisque Maxime Carabin a été provisoirement reclassé en catégorie T53. Dans cette catégorie, il va concourir avec des para-athlètes ayant beaucoup plus de mobilité. Et le résultat est bien différent pour le para-athlète belge de 25 ans, puisque hier, il a fini dernier de sa série du 400 mètres lors des championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi. Reste à savoir maintenant s'il sera définitivement classé ou non en T53. Une bonne correction de fait pour nos amis belges et qui sont un petit peu tricheurs. Non, je rigole bien sûr. Et on finira avec un mot aussi nordiste finalement. Vasseur s'en va et un certain Raphaël Jeune arrive à la Cofidis. Ouais, exactement. Ça a été annoncé hier soir. Le manager général Cédric Vasseur, limogé, est remplacé par Raphaël Jeune à la tête de l'équipe nordiste. Mais cette équipe, elle peinait depuis de nombreuses années, surtout cette dernière année en particulier. La team Cofidis était sous la menace concrète, et l'est toujours, de perdre sa place au sein du World Tour. On le rappelle, elle est actuellement 21e et donc virtuellement reléguée.
Son remplaçant, donc Raphaël Jeune, il est issu du milieu du cyclisme, il connaît bien l'équipe, il était jusque-là, le sport marketing manager de Look, qui est une entreprise de matériel de cyclisme qui s'occupait notamment des cadres des vélos de cette équipe de Cofidis. Le nouveau manager général s'est dit fier et honoré de représenter désormais l'équipe de Gilles Sorette, président du Cofidis Group. Il ajoute également sa détermination quant à faire de Cofidis une équipe, je cite, très high-tech, qui ne se fixe aucune limite si ce n'est d'aller plus haut et le mieux possible. Oh, c'est des bons et grands mots, c'est grandiloquent tout ça. Merci Mathieu en tout cas pour ce tour de l'actualité. J'ai une petite question, toi Marin, le fin connaisseur du deux roues, est-ce que Cofidis a encore une chance de se maintenir en World Tour avec peut-être aussi, toujours entre guillemets, cette fusion Lotto-Intermarché de ces équipes belges qui peut encore se jouer, ou est-ce que dans tous les cas tu te dis que Cofidis devrait quand même mieux tomber pour se relever et rebondir Alors, avec Cédric Vasseur, elle avait aucune chance. Là, elle a peut-être des chances maigres. Je pense que ce sera pas suffisant pour se maintenir après cette saison-là, après le Tour de France catastrophique. Oui, c'est trop tard. Là, il reste presque plus de courses. Alors, peut-être que Benjamin Thomas va gagner le Tour de Lombardie, mais j'y crois assez peu. Donc, non, il devrait assez logiquement descendre. Ces fusions d'équipes belges, pourquoi pas, il faudrait voir. C'est vrai que c'est un cyclisme vers lequel on va qui est composé d'équipes très puissantes financièrement. Et la situation d'Israël Première Tech aussi, qui interroge beaucoup. Aussi. On en parlait la semaine dernière. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le monde du cyclisme ces prochaines années, peut-être des fusions d'équipes. En tout cas pour Cofidis, c'est je pense forcément une bonne nouvelle d'avoir vu le départ de Cédric Vasseur. C'est pas pour lui s'acharner sur lui, mais il y avait eu des affaires comme quoi son management était assez toxique avec ses coureurs, il y a eu des recrutements qui n'étaient pas compris non plus dans l'équipe. Donc il est resté 8 ans, il a pas fait que des mauvaises choses non plus, il faut pas lui tirer un sale portrait, mais ça peut, je pense, ne faire que du bien à l'équipe de se renouveler dans son staff et pour les coureurs. J'avais pensé à Frédéric Vasseur, notre directeur de l'écurie Ferrari, un Vasseur pour un autre. Oui. Ça ne se fera pas. Mon rêve ne s'exaucera pas tout de suite, en tout cas. S'il roule à 300 km/h, ce serait un bon changement, mais je crois pas que ça marche comme ça. Frédéric, il arriverait, il fait, mais il est placé où le moteur? Je comprends pas, l'aérodynamisme, où l'aileron avant, tout ça, en tout cas. Merci bien, mon petit, sachant que pour le petit détail, la licence World Tour permet d'être dans les équipes qui participent à toutes les grandes compétitions, dont les 3 grands tours, et que ce billet World Tour qui arrivera pour 2026 est pour 3 ans, pour les 3 prochaines saisons, d'où l'importance aussi d'essayer de se maintenir en World Tour. On ne parle pas que de 2026, on parle d'une succession de saisons, et sinon elle se contentera du niveau considéré Pro Tour. Oui, même s'il y aura peut-être une invitation sur le Tour de France ou certaines courses. Bien sûr, on sait qu'il y a d'autres équipes qui peuvent participer, mais elles ne sont pas de facto, en tout cas dans ces grandes compétitions. Un petit mot, on prend quelques minutes, on change complètement de sujet, c'est le moment du petit débat du soir dans le Campus Sport Club. On s'est arrêté tous ensemble sur un débat footballistique ce soir, on fait le point sur le LOSC qui a de grandes échéances à venir, mais surtout qui commence à enchaîner des performances et des résultats un peu alarmant, pour ne parler que des dernières rencontres. Lille a perdu 1-0 contre Lyon à domicile, un match qui était quand même à leur portée. Juste avant, le jeudi dernier, Marin le disait, victoire 2-1, mais victoire dans la douleur contre une petite équipe de Brann, c'est norvégien, avec une équipe aussi qui a peut-être tourné, vous aurez votre avis là-dessus. Et avant ça, cette grosse défaite dans le derby du Nord, cette désillusion 3-0. Faut-il s'inquiéter pour ce LOSC, surtout au vu du calendrier à venir? On parle de l'AS Roma jeudi et du Paris Saint-Germain ce week-end. Est-ce qu'ici, il y a vraiment des gens qui ont peur pour le LOSC? Peur, bien sûr, avec des grands guillemets. C'est toujours un grand club, c'est une institution, mais à court terme, voit quand même le club arriver dans une passe un peu difficile de sa saison. Et vous jetez pas tout sur le micro, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que faut regarder au-delà de ces 2 matchs qui sont donc Rome et Paris, parce que derrière, les matchs suivants, le calendrier sera plus clément. Alors forcément, ça va falloir regarder également pas que les résultats, il va falloir regarder le contenu du match, la qualité du jeu. Et là-dessus, personnellement, le seul match que j'ai regardé en entier sur les 3 derniers matchs, les autres j'ai regardé que des périodes, ça reste le match contre Brann, et c'est vrai que j'étais un peu surpris parce que quand j'avais regardé les autres matchs en Europe la saison précédente, c'était un niveau bien au-dessus. Alors certes, la plupart de l'équipe a été changée, mais malgré tout, il reste des bons éléments.
Et c'est que le début de saison avec beaucoup de nouveaux. C'est cette hésitation, ces approximations, je pense qu'elles vont être gommées au fur et à mesure de la saison. Et donc, Toi, tu appuies l'argument de c'est un nouvel effectif, un nouveau cycle aussi pour le club. Donc cette baisse de niveau est logique. Oui. Est logique là-dessus. Mathieu, tu le rejoins sur ce point ou est-ce que ce LOSC-là avait pourtant de très bons arguments et est en train d'un peu faiblir Non, je suis plutôt d'accord sur ce point-là. C'est vrai que on a vu qu'il y a un effectif qui a complètement changé, tous les cadres de l'année dernière qui ont emmené ce LOSC dans cette belle épopée en Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils y sont plus. Donc c'est toute une équipe à refaire entre guillemets. Et après moi je reste sur le dernier match contre l'OL que j'ai regardé. Surtout au vu de la seconde période, c'est prometteur entre guillemets. Mais comme je l'ai dit en début d'émission, c'est vrai qu'il manquait cet aspect de l'efficacité devant les buts. Alors après ça, je sais pas comment ça va se travailler pour Bruno Genesio, mais c'est vrai que en tout cas contre l'OL dans cette seconde période, il y avait cette envie d'aller vers l'avant, de construire. Il y avait de l'âme dans l'équipe, dans le jeu de l'équipe. Donc pour moi, ça reste encore prometteur, même si c'est vrai que là, les 2 prochains matchs vont être compliqués. Ils vont être compliqués. Tu parlais de Bruno Genesio. Pour suivre ces matchs encore plus à la Voix du Nord, avec autour de moi beaucoup de journalistes, ça commence pas mal à hausser le ton sur les décisions en match de Bruno Genesio, son comportement aussi, on l'avait vu beaucoup plus calme et serein la saison passée. Peut-être aussi que la performance sur le terrain, les résultats qui se suivent et qui s'enchaînent. Pour rappel, l'an dernier, à la même date, Lille commençait sa série de 24 matchs, à peu près 22 ou 24 matchs sans défaite. Donc ça les avait emmenés de mi-septembre à janvier et le match contre Liverpool, mais c'était une série incroyable. Forcément, Genesio aussi est peut-être concerné là-dedans. Je sais pas si Marin, Théo, est-ce que vous voyez un management correct? Est-ce que vous voyez des décisions aussi en match lucides? Est-ce que Olivier Giroud prend pas déjà un peu trop de place aussi moi, je pense justement qu'il y a peut-être eu cette Giroud mania en fait de début de saison. Évidemment, Lille a signé Giroud, donc c'est le transfert de l'été du côté LOSC. Et ça a très bien commencé pour lui, et donc ce qui fait qu'on a peut-être mis beaucoup de pression sur ses épaules, et que finalement quand Giroud marquait pas, les gens étaient vite déçus. Je pense qu'il y a eu un peu cet aspect-là qui fait qu'on commence à se poser la question de quelle est la position du LOSC finalement sur cette saison, parce qu'il y a quand même eu des très bons matchs en début de saison. Il y a eu un 7-1 contre Lorient, à Lorient, une victoire contre Monaco à domicile, une victoire contre Toulouse. Donc faut pas non plus regarder que les 2-3 derniers matchs, même si vu les échéances à venir on peut commencer à s'inquiéter quand même, ou au moins à se poser des questions sur justement comment ça va se passer pour le LOSC, que ce soit contre la Roma ou contre Paris dimanche. Est-ce qu'on va encore plus scruter cette phase? Enfin, en plus on parle un peu de manière aussi sceptique en s'imaginant des matchs difficiles contre la Roma, contre le Paris Saint-Germain. C'est quand même pas des adversaires à négliger. Est-ce que si ça se passe mal, bien sûr le si, on observera encore plus cette réaction, ce rebond, cette capacité à rebondir qu'aura le LOSC, Marin? Oui, c'est très possible. C'est une équipe qui a vraiment une âme, et avec des leaders comme Giroud. Alors effectivement, il a plus 20 ans Giroud, mais je pense qu'il sait s'imposer aussi comme un cadre, et peut-être que ces matchs seront très difficiles, peut-être que c'est vu confier le brassard. Hein. Ouais. Et peut-être que ce seront 2 lourdes défaites, mais ça doit pas empêcher cette équipe de rebondir. Après, on a peut-être aussi mis beaucoup de pression sur les épaules de Lille après la saison exceptionnelle l'année dernière. Faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de départs importants. On a perdu déjà rien que Chevalier, ça fait un grand vide pour l'équipe, ou Zegrova, ou tous ces joueurs-là, et donc ou David même. Donc tout l'effectif est remanié. On peut pas attendre de Lille une saison pareille que la saison dernière, qui était une saison exceptionnelle, une saison formidable, mais qui ne se reproduira peut-être pas de sitôt. Et il faut aussi être prêt à l'accepter et se dire que Lille jouera pas les premiers rôles en Europe tous les ans. On l'a peut-être banalisé cette saison dernière. Je sais pas si ici vous avez le sentiment que, avec du recul maintenant, on se rend compte de la grandiosité et qu'on s'est dit oh oui, c'est vrai que c'est dans leur corde en fait, ils ont ce niveau-là, alors que non, ça se trouve c'était une période complètement faste pour les Lillois. Je sais pas si je me fais entendre. Ouais, non mais je rejoins un peu. Ouais, on s'est peut-être un peu trop habitué rapidement à voir
le LOSC enchaîner les bonnes performances, soit sur la scène européenne ou en Ligue 1, où on s'attend à ce qu'ils viennent prendre leurs 3 points à chaque fois qu'ils jouent les week-ends, ou en tout cas faire des belles performances contre des grosses équipes comme le PSG ou qui jouent le haut de classement en Ligue 1. Donc je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais ouais, si, moi je suis d'accord. Je pense que c'est depuis le titre en 2021 que le LOSC est paru comme un grand qu'on peut asseoir à la table de Paris, Lyon et Monaco, que le week-end maintenant on va avoir peur de Lille, je pense. Et du coup les résultats en Ligue des Champions sont plus banalisés et on a peut-être moins cette impression de hold-up peut-être ou de résultats exceptionnels chaque saison quand ils font des très bons matchs, que ce soit contre le Real ou contre Chelsea les saisons passées même. Et ils sont tout à fait capables dès jeudi d'aller faire un très beau match et d'aller prendre un résultat à l'AS Roma. En tout cas, ça les lancerait parfaitement dans cette phase de Ligue Europa. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Après, évidemment, cette année Ligue des Champions un peu en dehors du lot, forcément pour ces Dogs. Merci messieurs pour avoir chacun participé à ce petit débat. On marque une petite pause musicale pour vous aussi, auditeurs, auditrices. J'étais vraiment à court d'idées et une amie colocataire m'a dit Santa c'est bien. Du coup, je suis sans explication. Santa, chantez le monde tout de suite sur Radio Campus Lille. La prochaine fois, je vous demanderai vos avis, vos goûts musicaux. J'y penserai par 2 fois. On se retrouve dans quelques instants pour le moment nordiste. Santa à l'instant avec Chanter le monde, c'était il y a quelques secondes, l'instant sur Radio Campus Lille. On se retrouve pour poursuivre cette émission du Campus Sport Club jusque minuit sur Radio Campus 106,6. Une petite émission que si vous avez loupé le départ et les très belles chroniques de Marin, de Mathieu ou encore le débat, je vous invite à aller réécouter tout ça sur www.campuslille.com. Ça sera disponible en replay dès minuit 1. Demain aussi, on mettra tout ça sur les plateformes YouTube, Spotify, Deezer. Mais nous, on poursuit. On est bien ensemble en direct avec, dans un instant, étant du moment nordiste, le premier de la saison, Mathurin qui s'est aventuré sur la Côte d'Opale. On en parle tout de suite. Tout de suite, c'est le moment nordiste. Le foot amateur est à l'honneur dans le Campus Sport Club. Avec ce week-end, Mathurin, il y avait la Coupe de France, un match avec peu de buts, mais avec de l'ambiance, a priori. Effectivement, on s'était retrouvé presque par hasard à Gravelines pour le 4e tour, donc où les clubs de National 2 entraient en lice. Et donc je suis allé voir un de ces clubs, à savoir Wascal, actuellement 15e du groupe B, qui se déplaçait, donc comme je l'ai dit, à Gravelines, qui est un club de Régional 1. Et il y avait beaucoup de monde en tribune, une tribune de 500 places, quasiment pleine. Il y avait beaucoup de monde sur les abords du stade. Et cette ambiance décontractée a permis au club qui accueillait les visiteurs de Wascal de se sentir plutôt à l'aise et plutôt confiant pour le match, comme en témoigne l'entraîneur adjoint Ahmed Kara. Difficile à dire parce que chaque match a sa vérité, mais comme un match de Coupe de France. On n'aura pas les qualités techniques de Wascal, on n'aura pas les qualités tactiques de Wascal. Par contre, on va devoir compenser par beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. Donc l'idée, c'est de disputer un vrai match de Coupe de France. Comme peut en réserver la Coupe de France, et puis essayer de tenir le plus longtemps possible et de piquer sur chacune de nos situations si on a la chance d'en avoir. Et l'entame du match est très disputée et montre que le club avait raison d'avoir confiance. Ils sont venus le couteau entre les dents, avec l'envie de faire un exploit à domicile, devant une tribune pleine. Et ils vont pousser dans les premières minutes du match jusqu'à obtenir la première grosse occasion. À la 25e minute de jeu, c'est une faute qui est sifflée par l'arbitre, jusque-là très décriée, à l'entrée de la surface, qui va déclencher la joie en tribune. Et tout de suite après, ça va déclencher la déception, puisque la frappe, qui est enroulée un peu à la Juninho ou à la Lionel Messi, va trouver la barre transversale du gardien de Wascal. La déception sera décuplée, puisque 2 minutes plus tard, c'est le FC Wascal qui va trouver le chemin des filets par l'intermédiaire de leur numéro 4, Valentin Wojtowiak, qui, oublié au marquage, va réussir à s'élever au-dessus de toute la défense et marquer un but plutôt généreux, puisque le coup franc était sur une faute relativement légère. Donc les visiteurs sont scandalisés. Enfin, les visiteurs, l'équipe domicile est scandalisée, mais va se remettre au travail. Et au retour des vestiaires, pendant la seconde mi-temps, ils vont avoir le ballon, ils vont dominer le ballon, 70% de possession à peu près, avec des chiffres
à la louche puisque c'est le football amateur, on n'a pas les statistiques. Tu n'avais pas la tablette. Non, j'avais pas SofaScore, j'avais pas Opta, tout ça. Mais ils avaient le ballon tout le temps dans la surface adverse, et ils vont réussir à frapper plusieurs fois au but, et ils vont faire rêver les supporters pendant 45 minutes. Ils vont y croire jusqu'au bout, mais malheureusement ils sont tombés sur une équipe qui était trop solide physiquement, trop bonne techniquement pour eux, et qui va tenir pour s'imposer finale sur la plus petite démarche. Un seul but aura suffi, et ça laisse des supporters et des joueurs très frustrés, à l'image de l'ailier droit de Gravelines, Jacques Fourcroy. Ça a failli se concrétiser en deuxième mi-temps et c'est vraiment pas passé loin parce qu'on a 3 occasions franches. Et malheureusement, depuis le début de saison, c'est ces petits détails qui font qu'on n'arrive pas à gagner nos matchs. L'état d'esprit, il a été incroyable. Athlétiquement, on a répondu présent et on a montré des choses, et dans l'abnégation, on a été très très bon. Maintenant, il faut qu'on arrive à concrétiser nos occasions, marquer des buts, et défensivement on a été très solide. Malheureusement, juste sur une erreur de marquage sur un corner, on a réussi à laisser un joueur libre, et à ce niveau-là ça pardonne pas, ça a fait but. Malgré tout, cette défaite cruelle reste synonyme d'espoir pour les hommes de Jason Boutoil, comme en témoigne l'assistant de ce dernier, Ahmed Kara. C'est de très loin notre meilleure prestation depuis le début de saison, donc non, c'est un bon match. C'est un détail. On lâche un marquage sur un coup de pied arrêté, et puis derrière, on n'arrive pas à revenir malgré une ribambelle d'occasions. Je pense que même en championnat, on ne se crée pas autant d'occasions, c'est dommage. Efficacité, mais je pense que faut être déçu parce qu'on est éliminé. Donc il faut de la déception, mais on peut avoir la tête haute, et c'est le plus important. C'était une N2, les garçons, ils avaient envie de sublimer contre ce type d'équipe. L'idée, c'est qu'ils savent le faire maintenant. Voilà, on sait ce qu'ils peuvent faire. Donc maintenant, c'est de réussir à faire en sorte qu'ils redescendent plus en dessous. Et ça, c'est sans doute le plus dur, parce que le foot, c'est d'abord mental. Hein. C'est que mental. À voir donc si les Gravelinois seront capables de réagir dimanche face à Bondu à domicile pour pouvoir se relancer et relancer leur saison. C'est un match compliqué aussi qui va attendre les vainqueurs du soir, Wascal, puisqu'ils se déplacent en Alsace à Haguenau dans l'espoir de sauver une campagne de championnat jusqu'ici décevante. Merci Mathurin pour ce premier moment nordiste. Pardon, j'en perds mon langage de la saison avec cette Coupe de France. Coupe de France, on était, tu le disais, au 4e tour. Ça avance petit à petit. 5e tour, 6e tour. On va avoir des belles affiches ici dans la région. Je vous invite aussi, si vous avez l'occasion, les week-ends de Coupe de France, à peu près toutes les 2 semaines, à aller sur les terrains, encourager le club à côté de chez vous, de votre municipalité, ou de vivre cette magie de la coupe, comme on l'a déjà vécu par le passé. En tout cas, Mathurin l'a plutôt bien raconté. On va poursuivre, on va pouvoir bientôt même finir cette émission. On arrive bientôt dans le temps additionnel, mais ne partez pas. Il y a toujours Théo et les immanquables juste après ce jingle. Vous savez pas quoi regarder cette semaine, c'est les immanquables, tout de suite dans le Campus Sport Club. Bon, on ne sait pas quoi regarder ce soir. Beaucoup, je pense, ont choisi l'option football. Demain, je pense que Théo va nous proposer une option football. Et oui, demain c'est football parce que en effet, le football donc est de retour avec des matchs plutôt nostalgiques pour nos clubs français, comme le Paris Saint-Germain qui va affronter donc demain soir le FC Barcelone à Montjuïc, comme on a dit, dans une rencontre marquée par des absences notables, notamment celle du désormais Ballon d'Or Ousmane Dembélé, ou encore de Rafinha, 4e du Ballon d'Or, qui est lui aussi blessé. L'AS Monaco affrontera quant à elle Manchester City à domicile, une affiche digne de 2017 qui risque de raviver de nombreux souvenirs nostalgiques du football. Enfin, le LOSC se déplace lui à Rome ce jeudi pour le compte de la seconde journée de Ligue Europa, un match tendu et serré face à une Roma déjà victorieuse 2-1 la semaine passée à Nice. Les Aiglons qui vont vouloir se relancer jeudi contre Fenerbahçe, des rencontres à suivre en direct sur Canal+ et Canal+ Sport, à 21h demain soir pour une soirée européenne endiablée, ou à partir de 18h45 jeudi pour un multiplex de C3 qui prévoit de nombreuses surprises. Enfin, le mondial U20 continue pour nos Bleuets qui vont affronter ce jeudi à 22h heure française les États-Unis avant de faire face à la Nouvelle-Calédonie ce dimanche à la même heure. Pour rappel, le mondial se joue cette année au Chili et prend place tous les 2 ans. Les Bleus, éliminés dès la phase de groupe en 2023, voudront faire mieux et pourquoi pas succéder à l'Uruguay. Compétition à suivre en direct sur la chaîne L'Équipe. Cyclisme maintenant et cocorico. En effet, les championnats d'Europe de cyclisme vont avoir lieu cette semaine dans la Drôme et l'Ardèche, du 1er au 5 octobre, avec 14 épreuves au programme. Le parcours de cette édition conviendrait aussi bien aux punchers qu'aux grimpeurs, qui sont pour la plupart au rendez-vous, comme Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard ou même Remco Evenepoel. Le Slovène et le Belge vont tous deux tenter d'aller chercher un coup double,
la course en ligne pour Poggi et le contre-la-montre pour Remco. Côté français, on va évidemment jouer la carte de Paul Sexas qui fera ici figure d'outsider après sa 13e place aux mondiaux. Chez les femmes, Pauline Ferrand-Prévot est bien présente et plus que revancharde après sa déconvenue des mondiaux de Kigali. Elle devra notamment faire face à la néerlandaise Demi Vollering. Championnat à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport ou sur la chaîne L'équipe pour les 2 courses en ligne, samedi 14h chez les femmes et dès le lendemain midi chez les hommes. Du côté de la planète Ovalie, ce samedi marque la 6e et dernière journée du Rugby Championship, une compétition qui oppose uniquement l'Argentine, l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, avec des rencontres pour le titre, qui va sans surprise se jouer cette année entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, 2 nations qui vont respectivement affronter l'Argentine à Twickenham et l'Australie à l'extérieur pour des Néo-Zélandais qui doivent confirmer après avoir subi la plus grosse défaite de l'histoire des All Blacks à domicile, 43-10 en faveur de l'Afrique du Sud. Des rencontres à suivre sur les antennes de Canal+, à 11h40 pour Australie-Nouvelle-Zélande, puis à 16h20 pour Argentine-Afrique du Sud. En Formule 1 maintenant, le champion du monde met du temps à pointer le bout de son nez, et le Grand Prix de Singapour qui se déroule ce week-end avec une course dimanche à 14h, La course prévoit encore une bataille acharnée entre Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen pour la victoire finale, notamment entre Piastri et Norris, séparés uniquement de 25 points, soit d'une victoire si l'autre n'est pas dans les points. Du côté de notre écurie française, on espère toujours le premier point d'Alpine cette saison, seule écurie qui n'en a toujours pas marqué. Donc le seul espoir français reste Adjar, qui va tenter de renouer avec le podium ce week-end. La course est à suivre donc sur Canal+, à partir de 12h50. On reste dans les courses, mais cette fois-ci, il n'y a qu'un seul cheval. C'est effectivement ce week-end que prend place la course hippique la plus prestigieuse du monde, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Considéré comme le véritable championnat du monde, ce prix centenaire réunit chaque année plusieurs millions de téléspectateurs à travers 60 pays. Un événement à suivre en direct sur Equidia dès 11h ce samedi et ce dimanche, de quoi nous rappeler nos meilleurs moments avec nos grands-parents. Eh ben, dis donc, merci beaucoup Théo pour ces immanquables, cet agenda sportif. Danse. L'hippisme ici, ça entend certains. J'en profite, on a un peu de temps. Il y a que Théo qui branche l'hippisme. Ouais, c'est un peu la Formule 1 de chez nous. T'es du genre à parier? Parier, mais tu quintais plus. Parier avec la tête. On parie, on parie entre soi-même. Voilà. On parie avec soi-même. Tu n'oses pas encore mettre ton argent dans l'histoire. Pas encore. Tu n'as pas une manne financière assez importante. Ici, non, le hippisme, jamais. Au JO, peut-être, un petit peu. Oui, pourquoi pas au JO? Quelques sauts d'obstacles, mais on va pas non plus en abuser. Un peu de dressage ici et là. Exactement. Ouais, mais c'est une vraie compétition. J'ai eu la chance d'aller voir la préparation du saut Hermès à l'époque à Paris. Là aussi, c'est vachement sympa. C'est d'un tout autre registre avec, j'imagine, ce que proposera le prix en question, Théo. Là-dessus, à quel point c'est grandiose ce prix? C'est tout simplement donc comme j'ai dit, le véritable championnat du monde, celui qui réunit les meilleurs pur sang arabes, les meilleurs jockeys. Ça prend place à Longchamp, plus de 30 000 spectateurs en réel, une influence de très grands stades, de stade de Ligue 1, on dirait un dimanche soir. Dans un stade de Ligue 1. Un beau stadium de Toulouse. Ouais, un beau stade bien rempli. Un beau stade bien rempli avec une ambiance qui promet. Et je pense que ça peut être très intéressant de suivre justement ce prix. On vérifiera s'ils sont un peu plus propres et ordonnés que sur la Ryder Cup. Oui, bien sûr. Et puis je viens de regarder, c'est quand même un Grand Prix historique, peut-être une des plus anciennes compétitions qui soit, parce que la première édition s'est déroulée sous les yeux de Napoléon III. C'est quand même un truc. Ah oui. Monsieur. Un truc d'ancien. Et qui, à l'époque, déjà lançait les paris. Déjà. Après, Napoléon III qui mettait 100 balles sur Petit Tonnerre. Déjà, ça s'appelait Petit Tonnerre, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Merci Théo, en tout cas, pour ces immanquables. Merci Mathurin pour t'être rendu à Gravelines avec la Coupe de France. Peut-être il y retournera plus tard dans la saison. Vérifiez bien et revenez tous les mardis soirs pour vérifier si Mathurin est allé en Coupe de France. Merci Mathieu pour les news autour de l'actualité. Et Marin, merci pour les résultats avec cette belle Ligue des Champions. Il y en a encore demain, double dose. Pas jeudi, on est bien sur la Ligue Europa, si j'ai bien tout compris au calendrier. Et le Campus Sport Club, c'est mardi prochain, 23h minuit. D'ici là, moi je vous dis, sportez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde, on se laisse avec les musiques de la nuit.